Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'est une capsule L'œil de la diète où nous allons parler d'un élément aussi essentiel qu'indispensable à notre santé, mais aussi à nos performances. J'ai choisi l'eau. On sait tous qu'il faut bien s'hydrater, mais entre les eaux du robinet, les eaux minérales, les eaux gazeuses et des recommandations parfois contradictoires, il est parfois difficile de s'y retrouver. Pourtant, une bonne hydratation peut faire la différence sur nos sensations, à la fois à l'effort, mais également dans la récupération et même sur la prévention de certaines blessures. Dans cet épisode avec Aude Bazin, diététicienne et nutritionniste du sport, nous allons explorer ensemble plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'importance de l'eau pour le corps et pour le sportif. Comment savoir si l'on est suffisamment hydraté ? Quelles sont les stratégies pour adapter son hydratation en fonction des séances, mais aussi en fonction des conditions météo ? Et nous terminerons cet épisode sur les eaux à privilégier entre l'eau du robinet, l'eau minérale et l'eau gazeuse, laquelle choisir et pourquoi. Vous allez donc retrouver dans cet épisode des conseils pratiques pour optimiser votre hydratation et éviter la contre-performance due à un simple manque d'eau. Pour rappel, cette capsule L'œil de la diète est réalisée en partenariat avec Apirun, marque française de nutrition sportive 100% naturelle à base de miel. Alors attrapez votre gourde, je vous laisse sans plus attendre découvrir cette nouvelle capsule L'œil de la diète avec Aude Bazin. Eau et course à pied, comment bien s'hydrater avant, pendant et après l'effort, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, on se retrouve pour une nouvelle capsule L'œil de la diète et aujourd'hui nous allons aborder un épisode consacré à l'eau. Alors c'est pas ce qui manque à l'extérieur dans les champs et avec tout ce qui tombe depuis près d'un an. Là on va vraiment s'intéresser, alors non pas à l'hydratation, on fera quand même un bref rappel, mais vraiment sur l'eau en tant que telle, comment on peut la choisir, quels en sont les bénéfices pour le sportif quand on se promène dans un rayon de supermarché, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver comme étant efficace. Alors Aude, sois la bienvenue à nouveau et puis je te laisse avancer un petit peu sur quelques rappels au niveau de cette importance de l'eau pour le corps humain. Bonjour Sébastien, écoute, merci pour ton invitation. Je suis ravie de parler de l'eau parce qu'elle est vraiment essentielle dans l'équilibre à la fois de tout le monde et particulièrement des sportifs. Évidemment parce qu'elle représente entre 60 et 70% du poids corporel. Et puis parce que autant on peut jeûner pendant un certain nombre de jours, environ 30 à 40 jours, autant on ne peut pas vivre plus de 48 heures sans boire. C'est dire à quel point l'eau est absolument essentielle. Alors, à quoi elle sert ? Eh bien, l'eau, elle sert à dissiper la chaleur par rapport à la transpiration, ce qui signifie qu'effectivement, plus il fait chaud, plus il faut s'hydrater, et particulièrement à l'effort. Elle sert à transporter les nutriments et l'oxygène, à éliminer aussi les déchets, et elle intervient dans le bon fonctionnement des muscles, des articulations, et aussi à la réserve du glycogène. Et ça va vous intéresser particulièrement parce que chez le coureur, on sait que il faut absolument avoir des réserves de glycogène pour être capable de faire un effort suffisamment long. Or, le glycogène, son stockage est corrélé positivement avec une bonne hydratation. C'est-à-dire que pour stocker 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. Donc, s'il n'y a pas une bonne hydratation, on n'arrive pas à stocker suffisamment de glycogène. Est-ce qu'il est possible, Aude, d'évaluer les pertes en eau sur une épreuve telle que le marathon ou sur des épreuves un petit peu plus conventionnelles au niveau de la course à pied ? À combien on peut estimer une perte en eau sur de telles épreuves ? Alors, les pertes, elles sont très individuelles, c'est-à-dire qu'on ne transpire pas tous de la même manière, donc c'est difficile de donner quelque chose qui corresponde à la réalité de chacun. Si tu veux avoir une idée de ce que tu perds, pour toi, la réalité, ce qu'il faut faire, c'est la méthode de la double pesée, c'est-à-dire que on se pèse au début d'un effort. On se déshabille, on se pèse sec, et puis on va faire un effort qui correspond à une allure de marathon, par exemple, si on veut mesurer ce que l'on perd sur un marathon.
Et puis, on va courir 1 heure. À la fin de l'heure d'effort, on se sèche et on se pèse dans les mêmes conditions qu'au départ. Donc, idéalement déshabillé, puisque les vêtements, ils sont certainement trempés de chaud. Et on va faire la différence entre les 2 pesées. Cette différence correspond au poids qu'on a perdu, mais au-delà de ça, à l'eau qu'on a perdue. Évidemment, si on a bu pendant l'heure, mais c'est quelque chose que je conseille pas parce que ça rend les calculs un peu plus compliqués après, eh bien, il faut aussi retirer ce liquide de ce que l'on a perdu. Mais si on fait tout simplement cette différence entre le poids d'arrivée et le poids de départ, on a le volume d'eau par heure qu'il va falloir boire pendant l'effort et qu'on va extrapoler sur le nombre d'heures en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé sur l'épreuve. Au quotidien, comment il est possible de déterminer que nous sommes en manque d'eau? Est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui vont être révélateurs de cette absence ou de cette quantité insuffisante d'eau dans notre corps? Oui, le premier test que l'on peut faire, c'est observer la couleur des premières urines du matin. Plus elles sont claires, mieux c'est. Dès qu'elles commencent à être un petit peu colorées, il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai mangé la veille? Parce que ce qu'on a mangé, ça peut avoir une influence sur la couleur de l'urine. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, attention, plus c'est foncé, moins c'est bon signe. Et alors, si c'est foncé, qu'est-ce que ça peut induire comme problématique? Alors, ça peut induire qu'on est déshydraté et qu'on est déshydraté de façon chronique, parce que généralement, la déshydratation, elle s'installe pas de manière brutale, elle va s'installer de manière insidieuse chez un peu tout le monde, parce que on se dit oh là là, j'ai une réunion, faut pas que je boive parce que je vais avoir envie d'aller aux toilettes. Donc, au fur et à mesure, on s'impose une discipline qui nous permet de gagner du temps, mais qui nous déshydrate. Et cette déshydratation insidieuse, on la sent pas, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'habitue. Donc, on ne ressent plus la soif. Or, la soif, parce que c'est un signal très simple, c'est quand même le premier signal, le plus évident, qu'on est déshydraté. Donc, c'est dommage de se forcer à ne pas boire. Et c'est important d'essayer de s'hydrater régulièrement pour ne pas laisser s'installer cette déshydratation chronique. Alors, ça fait l'objet d'une question posée par Eric, un des Patreons, qui m'indique que si lui se force à boire, il va se retrouver toutes les 5 minutes aux toilettes. Alors, première question, est-ce qu'il faut déjà se forcer à boire? Et comment on peut lutter contre cette envie pressante et récurrente si on consomme une quantité trop importante d'eau? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Et en fait, la réponse va dépendre de à quel moment il a envie d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que au quotidien, il faut quand même boire relativement régulièrement, mais je comprends que ça puisse être parfois un petit peu problématique sur notamment justement des déplacements ou des réunions importantes. Donc non, on se force pas à boire. L'essentiel, c'est de réussir à boire à peu près 1 demi-litre par matinée ou par après-midi. En revanche, à l'effort, là, ça va être quand même important de se forcer à boire. Et ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir envie d'uriner trop régulièrement, c'est boire une eau légèrement sucrée. Parce que le sucrage de l'eau dans l'eau d'effort, dans la boisson d'effort, va permettre d'optimiser l'hydratation et de moins avoir cette envie d'aller uriner régulièrement. Par rapport à ces déshydratations, on entend souvent, et ça a été le cas, Aude, sur un test que j'ai passé lors d'un module avec la FFA, qui indiquait qu'avec une perte de 2% du poids de corps en eau, les performances étaient atténuées, voire réduites de 20%. Alors, est-ce un mythe ou on est vraiment dans cette réalité de contre-performance? Non, c'est une vraie réalité, pardon pour le pléonasme, mais c'est une réalité. Une perte hydrique de 2% enchaîne une chute des performances d'environ 20%, que ce soit la force ou l'endurance. Et si on va un petit peu plus loin, 3% de déshydratation, ça réduit la durée maximale de l'exercice de 20%. C'est juste énorme. Et quand on arrive à une perte hydrique de l'ordre de 4%, ça entraîne une baisse de performance qui peut varier de 40 à 60% en fonction de la température environnante. Et en plus, la déshydratation, elle va avoir des conséquences sur la santé mentale du sportif. On a une altération des capacités intellectuelles, on a une augmentation des temps de réaction, du nombre d'erreurs, une augmentation de la sensation de fatigue, de vertige, des troubles digestifs, des troubles cardiaques, des douleurs musculaires, des douleurs tendineuses, un risque accru de crampes. Bon, ça fait quand même déjà pas mal.
Donc buvez. Mais quand on arrive à ce tel niveau de déshydratation, il est trop tard pour une épreuve sur laquelle on s'était lancé, ou est-ce qu'on peut quand même finir tant bien que mal avec une hydratation qui serait, on va dire, un petit peu plus soutenue dans les minutes qui vont suivre? Est-ce qu'on va pouvoir rectifier le tir ou pas? Ça, honnêtement, j'en suis pas convaincue. Je pense que si on attend trop longtemps, si on attend une déshydratation très importante, il faut bien avoir en tête qu'il y a un moment où il faut s'arrêter et le corps, s'il peut plus suivre, c'est qu'il est en train de dire stop, je n'en peux plus. Il faut vraiment écouter son corps et ce qu'il nous dit. On ne peut pas être tout le temps à essayer d'aller au-delà de la limite que notre corps nous impose. Ça pourrait être contre-productif au long cours pour d'autres épreuves. Donc je pense que si on a une contre-performance, qu'on a mal évalué son hydratation, bon bah tant pis, on arrête, on est mal, effectivement on est déçu, on est frustré, mais quelque part s'arrêter, c'est protéger son corps de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus grave. Dans ce cas-là, est-ce que la question de Pierre, il faut boire avant d'avoir soif pour anticiper et peut-être mettre de côté ses contre-performances, est-ce que c'est une bonne stratégie de boire avant donc d'avoir soif? Ah, complètement. D'une part parce qu'on n'écoute pas nécessairement ses sensations, et d'autre part parce que c'est le meilleur moyen de prévenir justement toutes les problématiques qu'on vient de citer. Donc, boire à sa soif, c'est pas forcément une bonne stratégie. C'est-à-dire que si on écoute vraiment sa soif, comme on peut l'avoir au quotidien, ce que tu disais tout à l'heure, une demi-bouteille ou un demi-litre par matinée, en course, il vaut mieux, dès le départ, prendre sa ration d'eau et ne pas sauter de ravitaillement. Même quand on est sur des distances longues, se dire dès les premières minutes, dès les premiers kilomètres, je prends cette habitude de consommer de l'eau. Surtout sur des distances longues, parce qu'on ne sait pas comment la température de l'eau a évolué. Enfin, si on le sait, généralement, c'est pas en notre faveur. Et il faut s'habituer à boire. Et en fait, c'est contre-intuitif parce que quand on court, on n'a pas envie de casser son rythme, de ralentir pour boire, et c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre pendant l'effort. Et ça, c'est pas simple. Ça, je suis tout à fait consciente que c'est pas un exercice facile. Mais écouter sa soif n'est pas suffisant à l'effort. On risque vraiment trop à la fois de contre-performance et de blessures. Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Une autre question, Aude, posée par Maria Laura sur la stratégie à adopter. Comment boire? Combien faut-il boire? Que ce soit avant, pendant ou après une séance d'entraînement ou après une épreuve, comment on va s'organiser? Est-ce que l'hydratation commence la veille, avant même que l'on réalise une séance ou une compétition, et pendant, bon, on va l'évoquer aussi, et puis ce temps d'après, comment on va pouvoir recharger un petit peu son stock d'hydratation une fois la séance et la compétition terminée? Alors, c'est plein de questions en une seule. Bon, alors on va commencer par au quotidien. Avant même une séance d'entraînement, comment on va pouvoir apporter une hydratation suffisante pour le corps, parce que on est sur peut-être 1, 2, 3, 4 entraînements par semaine. Entre ces périodes d'entraînement, comment on va pouvoir gérer son hydratation? Alors, effectivement, c'est une bonne façon de voir les choses. Il faut distinguer l'hydratation du quotidien et l'hydratation d'effort, que ce soit avant, pendant ou après. L'hydratation d'effort n'a de sens que si déjà l'hydratation du quotidien est correcte. On peut tout à fait être déshydraté, même si on s'hydrate correctement à l'effort, parce que l'hydratation du quotidien n'est pas suffisante. Donc on met en place un plan d'hydratation très simple, à savoir on démarre sa journée avec de l'eau. Avant même de prendre son petit déjeuner, d'ailleurs qu'on en prenne ou pas, on boit de l'eau. Parfois, on me dit oui, mais moi je bois ma grande tasse de café, ça suffit. Eh bien non, parce qu'à partir du moment où on boit du café ou du thé, on sait que ce sont des boissons qui sont très intéressantes parce qu'elles contiennent des antioxydants, mais néanmoins, ce sont des boissons qui vous déposent aux toilettes dans la demi-heure. Donc, tout ce qui est diurétique, qui vous fait uriner un petit peu plus tard, ce sont des boissons qui ne sont pas hydratantes, et bien au contraire qui sont déshydratantes. Donc ne comptez pas nécessairement sur les boissons du petit déjeuner pour vous hydrater. Bref, un verre d'eau à minima au réveil. Ensuite, vous buvez ce que vous voulez au petit déjeuner, et puis vous avez toujours votre gourde d'eau à portée de main pour boire
l'équivalent d'un demi-litre dans la matinée par petite gorgée régulièrement quand vous le souhaitez, quand vous y pensez. Vous pouvez vous faire des rappels, mettre des niveaux sur votre bouteille en fonction des heures pour être sûr d'arriver à votre objectif. Pendant le déjeuner, alors on peut envisager 2 cas de figure. Soit vous arrivez à boire, c'est pas un souci pour vous et vous pouvez boire entre 1 et 3 verres d'eau pendant le repas. Soit vous avez une digestion qui est pas forcément très très simple et vous vous dites oh là là mais moi si je bois ça va diluer mes sucs gastriques, je vais avoir du mal à digérer. Et là, on se limite à un demi à un verre d'eau pendant le repas. Mais on va essayer tout de même d'avoir des apports en fruits et en légumes suffisants pour apporter de l'eau par l'alimentation. Et on n'oublie pas de boire entre les repas. Donc, l'après-midi aussi, on boit sa gourde d'eau, un demi-litre. Le soir, pendant le repas, même histoire qu'au déjeuner, c'est-à-dire 1 à 3 verres d'eau selon la tolérance individuelle. Et si on peut, mais ça n'a rien d'indispensable, avant de se coucher, on peut reboire. Alors attention, quand je dis ça n'a rien d'indispensable, c'est mieux, mais si ça vous réveille la nuit et que du coup vous avez un sommeil de mauvaise qualité parce que vous n'arrivez pas à vous rendormir après vous être réveillé pour aller uriner, c'est pas la peine, hein. Vous arrêtez au dîner et puis ce sera déjà pas si mal. Comment on pourrait qualifier ce verre d'eau du matin et ce verre d'eau du soir? On met en route le système le matin et on nettoie, on purifie un petit peu une fois toute la journée passée? Je dirais tout simplement, le matin, il faut réhydrater l'organisme parce que la mise en route, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je t'ai dit, on peut passer 30 à 40 jours sans manger. On a passé une nuit sans boire, on est déjà déshydraté. Donc, la première étape, c'est de se réhydrater. On ne sait pas à quel moment on aura accès encore à de l'eau parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir oublié sa gourde. Et à ce sujet, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que finalement, quand on oublie de boire dans la matinée pour des raisons X ou Y, et qu'on se dit c'est pas grave, je vais me rattraper, moi je peux boire le midi au déjeuner, eh bien même si vous buvez la même quantité que ce que vous aviez prévu pour la matinée, vous ne vous réhydratez pas nécessairement de la meilleure manière. Je le dis d'autant plus facilement que je fais régulièrement des mesures d'hydratation avec un appareil qui me permet de mesurer justement sur un échantillon d'urine du matin la densité urinaire. Et en fin de compte, la répartition de la prise d'eau est aussi importante que le volume qui a été consommé dans la journée. C'est pour ça que c'est important de le faire du matin au soir. Il n'y a pas forcément un rôle particulier en fonction du moment, quoique effectivement le matin c'est rupture du jeûne parce qu'on n'est pas en train de manger, mais en tout cas se réhydrater quel que soit le moment pour favoriser une hydratation optimale. C'est un petit peu comme l'entraînement, Aude. On va privilégier peut-être 3, 4 petites séances plutôt qu'une seule grosse qui aura peut-être plus de mal à passer. Et là, si, comme disait Eric tout à l'heure, si on se force à boire, finalement, on va peut-être courir aux toilettes et avoir ces envies pressantes, alors que si on consomme de façon régulière et récurrente un petit peu d'eau sur la matinée ou sur l'après-midi, ce sera beaucoup plus efficace d'après ce que tu nous dis. Complètement, c'est tout à fait ça, Sébastien. Là, on a vu le protocole au quotidien. Lorsque l'on a des journées avec donc de l'entraînement, ces séances qui sont positionnées sur notre agenda, est-ce que l'on change quelque chose à l'hydratation quotidienne ou est-ce que c'est simplement sur ces séances d'entraînement que va s'ajouter une hydratation complémentaire qui va être appropriée et calibrée par rapport à l'effort qui va être le nôtre? Eh bien, tout va dépendre du type de séance, Sébastien. En fait, si on a une séance avec de l'endurance où on se fait pas trop mal, on change rien à sa routine quotidienne et on n'est pas obligé de boire pendant l'effort si l'effort ne dure pas plus d'1 heure. Là où ça va changer, c'est en fonction à la fois de l'intensité de la séance et du temps de la sortie. C'est-à-dire que au-delà d'1 heure et demie, on ne peut pas boire que de l'eau. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle une boisson d'effort qui va permettre de bien irriguer la muqueuse intestinale, de limiter un certain nombre de risques pour à la fois l'immunité, pour favoriser une meilleure performance, optimiser l'hydratation. Et on va faire en sorte, en fonction de l'intensité,
de travailler peut-être en amont et ou en aval sur des eaux peut-être différentes en fonction des besoins de chacun. Alors on reviendra sur ces différentes eaux, celles que l'on peut trouver dans nos supermarchés. Il y avait une question de Laurent qui me disait, avant l'effort, est-ce qu'il est judicieux de consommer 500 millilitres à minima 2 heures avant la séance pour préparer le terrain? Est-ce que ça a un intérêt ou pas du tout? Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est d'être bien hydraté. Si effectivement, dans les 2 heures, on est dans ce demi-litre dont on parlait tout à l'heure sur l'hydratation quotidienne, on est dans les clous par rapport à la préparation de la séance. Donc là, ça colle avec ce protocole, même si tu l'as dit, ça va dépendre des séances, de leur contenu. Alors, on évoquait le fait de ne pas forcément consommer quelque chose sur une séance qui va être de moins d'une heure. Si on veut quand même emporter quelque chose, là, on part avec de l'eau basique. Ça suffit pour réaliser un petit footing en endurance sans avoir besoin de plus au niveau de cette hydratation. Oui, oui, tout à fait. Après, l'objectif sur de l'endurance, c'est d'avoir de l'eau parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir chaud, d'avoir soif, de ne pas être suffisamment hydraté par rapport à ce qu'on a consommé dans la journée. Et puis, ça nous apprend aussi à boire pour se préparer à s'hydrater pour l'effort et pour le jour de la compétition. Alors le geste n'est pas quelque chose d'anodin. Si tu pars sur un trail, on peut penser que le sportif va être équipé de ses flasques, de son camelback, et là il part en autonomie quasiment totale pour certaines compétitions. Sur des courses comme un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, c'est le cas également, mais on peut opter pour la solution gobelet si l'organisation propose ce type de ravitaillement. Moi, j'ai vu sur une course du côté de Chartres ne pas réussir à boire en courant. Et Bruno m'avait donné l'astuce de pincer finalement le gobelet pour pouvoir en consommer quand même suffisamment, même si tu peux retrouver de l'eau qui va être relativement froide parce que entreposée depuis peut-être de nombreuses heures. Et la stratégie de boire en courant, bah là aussi ça s'apprend. Donc peut-être qu'à l'entraînement, sur des footings en endurance, c'est l'occasion de tester cette mise en place du ravitaillement et de cette consommation d'eau. Oui, absolument. En fait, les entraînements, ça sert évidemment à s'entraîner, mais s'entraîner à boire et à manger, ça ne se fait pas le jour de la compétition. Il faut apprendre à le faire pendant les entraînements, que ce soit en endurance ou sur des séances de plus forte intensité. Alors pour des sorties en endurance, bon, on l'a dit, 1 heure, de l'eau suffit. Pour des séances qui vont, on va dire, entamer un petit peu plus le sportif, au-delà d'1 heure, avec du fractionné, qu'est-ce que l'on va pouvoir emporter dans sa gourde? Est-ce que l'on met de l'eau et des glucides? Quid des électrolytes? C'était la question de Maria Laura. Peut-être rappeler d'ailleurs ce que sont ces électrolytes et qu'est-ce que l'on va mettre finalement dans cette gourde pour des entraînements supérieurs à 1 heure? Eh bien, là encore, ça dépend. C'est-à-dire que l'entraînement supérieur à 1 heure, effectivement, on va mettre des glucides. Ça, c'est une certitude. Mais ensuite, la quantité de glucides, elle va dépendre de l'objectif de chacun, du niveau de chacun. C'est-à-dire que quand on s'appelle Félix Bourg et puis on sait qu'on consomme 90 grammes de glucides par heure sur une allure marathon, il faut compenser justement en mettant l'équivalent dans la gourde ou en tout cas faire un complément gel avec la gourde de boisson d'effort. En revanche, pour tout un chacun, eh bien, ça dépend du niveau qu'on a et de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche uniquement la performance, qu'on a un poids qui est absolument optimal et on a effectivement besoin d'une boisson qu'on appelle isotonique, c'est-à-dire avec la même quantité de molécules de solvants qui se trouvent dans la boisson d'effort par rapport aux molécules qui vont se trouver dans l'organisme, et bien là, on va chercher une boisson isotonique, c'est-à-dire sucrée à peu près 60 grammes par litre de boisson. Mais ça, c'est pas tout le monde. Si par exemple, on se retrouve dans une situation où on sait qu'on a quelques kilos en trop par rapport à un poids idéal, eh bien, on sait qu'on va avoir un objectif qui va être
je vais pas dire modeste, mais qui va être à la hauteur des performances qu'on est capable de donner. On va dire, admettons, 4 heures pour un marathon. Déjà, c'est super de le faire. Il faut toujours se souvenir que c'est toujours mieux que de rester assis dans son canapé. Et ces 4 heures de marathon, déjà, il faut réussir. Et on a besoin d'une boisson qui soit sucrée. Mais attention, il faut pas qu'elle soit trop sucrée. Sinon, on va avoir d'une part trop de glucides qui vont pas nous réussir à nous apporter cet effet, intéressant sur la gestion du poids, c'est-à-dire je fais un marathon. Bon, oui, ok, j'ai envie de faire un marathon pour performer, mais j'ai aussi envie de faire un marathon pour mon poids. Bon, ça sert à rien de mettre 60 grammes de glucides par litre de boisson. On va peut-être plutôt en mettre 20 ou 30 et ça suffira largement. La quantité de sucre, elle doit vraiment être définie en lien avec un professionnel de santé par rapport aux objectifs et par rapport aux besoins de chacun. Et sur les électrolytes, donc les électrolytes, ce sont les sels minéraux que l'on perd dans la transpiration et que l'on veut récupérer par rapport à la boisson d'effort. On va compter parmi ces électrolytes le sodium et le potassium. Et eux, on va dire que une pincée de sel par litre, ce sera très très bien. Et en ce qui concerne le potassium, il y a plusieurs options. Soit on le consomme de façon solide parce qu'on est en capacité de mâcher, par exemple, un abricot sec toutes les heures ou toutes les demi-heures, ou alors on préfère une version liquide et on achètera en pharmacie un sirop de gluconate de potassium et on en mettra une cuillère à soupe par litre de boisson. Alors on peut expérimenter là, façon petit chimiste, une pincée de sel par-ci, un petit peu de potassium par-là, ou est-ce qu'il existe des boissons qui sont prêtes à l'emploi et qui vont peut-être éviter le surdosage avec ce que l'on peut entraîner comme conséquence ou désagrément derrière? Oui, on peut toujours acheter des boissons d'effort qui sont toutes faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les boissons d'effort toutes prêtes sont dosées en isotonique, c'est-à-dire à 60 grammes par litre de boisson reconstituée. Donc faites bien attention de commencer par la moitié, 30 grammes par litre. Vous voyez ce que ça donne, vous voyez quel confort ça vous apporte. Il faut jamais oublier que c'est pas parce que vous avez une boisson d'effort que vous allez courir 2 fois plus vite, hein. C'est pas ça qui fait le marathonien ou le trailer. Mais déjà, vous voyez si ça vous permet d'arriver moins fatigué et de mieux supporter l'effort. Si c'est pas suffisant, faut pas hésiter à augmenter par rapport à ce que vous savez que vous êtes en capacité de faire et ce que vous attendez de votre performance. Et puis, si c'est déjà bien, eh bien, vous restez sur cette boisson. Mais on parle pas de petits chimistes, tu vois. Quand on parle de boissons d'effort, l'idée c'est surtout de se dire je suis en train de me réhydrater et donc on est dans quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc l'eau sucrée, c'est-à-dire je prends de l'eau et dedans je verse une grosse cuillère à soupe de miel, je mets un peu de jus de citron ou je peux mettre une date et j'ai un blender, je mixe tout ça et comme ça j'ai un peu de potassium grâce aux fruits secs et je rajoute une pincée de sel. Ça n'a pas grand-chose de chimique, tu vois, Sébastien. Et pourtant, ça peut apporter pas mal de bénéfices. On prend pas de risque avec une pincée de sel. Crois-moi que si t'en mets plus, de toute façon, tu vas pas la boire, ta boisson. T'auras vite envie de vomir parce que c'est pas très très agréable à boire. Sachant par rapport à ce que tu proposes, hein, du sel, du miel, un peu de citron, en termes de coût par litre, on va être drastiquement plus bas que ce que la grande distribution et que les professionnels de l'alimentation du sport vont pouvoir nous proposer. Ah mais absolument. Et l'objectif, c'est justement de réussir à se dire que quand on veut préparer un marathon, on veut pas non plus dépenser un rein, payer un rein pour réussir à faire un objectif. L'idée, c'est de se dire qu'on mange correctement, on boit correctement. Boire correctement, ça ne veut pas dire aller dans un magasin de sport pour trouver une boisson qui va t'aider à performer. Ça, non. Il y a des choses qui peuvent aider dans des circonstances particulières, mais à partir du moment où on est sur un marathon roulant, par exemple, on n'a pas besoin de plus que ça. Sur l'entraînabilité, Aude, du corps à tolérer cette boisson, tu disais, on commence peut-être sur des boissons isotoniques à la moitié de la dose initiale. Est-ce qu'il y a un certain nombre de semaines pour pouvoir
acclimater le corps, comme on peut le faire pour la chaleur ou pour le froid, à cette consommation de plus en plus importante de glucides à l'effort par heure? Oui, il y a une acclimatation qui va dépendre à la fois de l'habitude que l'on a, de la tolérance au sucre, mais de la tolérance à tous les points de vue. C'est-à-dire, je pense notamment aux personnes qui peuvent avoir des troubles de la glycémie, qui peuvent éventuellement évoluer vers un diabète de type 2, mais je pense aussi aux personnes, et il y en a beaucoup chez les sportifs qui font de la course à pied, des problèmes de tolérance au sucre, notamment par rapport à la barrière intestinale. C'est-à-dire que quand l'intestin est très perméable, eh bien, une quantité importante de sucre risque de provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, des spasmes, un inconfort, parfois des diarrhées, et ça c'est tout sauf confortable, et ça aide à tout sauf à performer. Par rapport à l'eau, qui est le sujet central de cet épisode, qu'est-ce que l'on va pouvoir utiliser? Alors là, non pas comme produit qui serait issu de la chimie ou des industries agroalimentaires, mais l'eau que l'on va pouvoir trouver. Est-ce que l'eau du robinet va être suffisante pour pratiquer notre sport et que l'on puisse mettre cette eau dans notre gourde, ou est-ce qu'il faut passer par d'autres types d'eau? Alors j'en ai listé 4, que ce soit l'eau minérale, l'eau de source, les eaux gazeuses, en plus que cette eau du robinet qui n'est peut-être pas toujours avec un bon goût, du moins quand elle sort de notre robinet, ce qui est mon cas dans le Loiret, dans la région centre. Elle a un petit goût de chlore. Alors, comment on fait, Aude, pour choisir la bonne eau, et est-ce qu'il y a peut-être une eau adaptée en fonction du moment, avant la séance, pendant ou après? Oui, alors, l'eau, c'est un vaste sujet. L'eau du robinet, quand elle est chlorée, quand elle a un goût de chlore, il suffit de la mettre en carafe et de la laisser décanter au réfrigérateur quelques heures, et le chlore s'évapore, et on n'a plus ce goût de chlore. Mais ça ne va pas influencer la qualité de l'eau que tu vas boire. Et l'eau du robinet, elle est très très différente en fonction des endroits où l'on vit. Ce matin, j'avais encore une patiente qui me disait, tiens, l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je bois de l'eau du robinet. Et en fait, elle vit en Savoie, dans un petit village complètement préservé, géré par un syndicat local qui a résisté à la pression d'industriels qui aimeraient bien s'installer pour capter cette eau et l'embouteiller. Et donc, elle a une eau d'une pureté juste incroyable. On a fait l'analyse ensemble. En revanche, en fonction de où l'on habite, quand on est dans une zone, soit viticole ou bien agricole, eh bien, le plus souvent, on va avoir une eau qui va être plus riche en nitrates, près de, la limite, la valeur maximale autorisée, c'est-à-dire 50 mg par litre d'eau. Ou alors, on peut avoir une eau qui soit relativement polluée par des pesticides, des résidus de médicaments comme les antiépileptiques ou des résidus de pilules contraceptives. Et donc, on n'a pas envie d'avoir ce genre de résidus dans l'eau. J'aimerais bien te dire que c'est mieux dans l'eau en bouteille, qu'elle soit de source ou minérale, mais là encore, on va avoir d'autres soucis, c'est-à-dire que l'eau minérale, c'est une eau qui est censée être une eau pure, embouteillée, sans avoir subi de traitement chimique. On sait aujourd'hui, par le scandale qui a éclaté il y a très peu de temps avec les eaux de Nestlé Waters, que ces eaux peuvent être traitées de façon totalement illégale par le fabricant. Et quand je dis traitées de façon illégale, ce qui me choque, moi, c'est pas tant que l'eau elle était traitée aux UV pour être bactériologiquement saine. Ce qui me choque, c'est le fait que malheureusement, on n'est pas certain qu'elle soit réellement saine et qu'elle soit exempte de tout risque tout risque bactériaux, puisque on sait qu'il peut y avoir justement des traces de bactéries de type Escherichia coli qui sont liées à des contaminations fécales. Donc oui, c'est grave pour notre santé. Donc, sachant cela, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de réussir à choisir. Et on n'a même pas parlé de l'éventuelle migration de nanoplastiques, de microplastiques
du plastique des bouteilles vers l'eau. Alors, ça, c'est d'autant plus vrai que l'industriel se targue de proposer une eau dans une bouteille de plastique recyclé. Plus le plastique a été recyclé, plus il y a de migration de ces microplastiques et donc plus c'est dangereux. Si vous achetez une bouteille d'eau, parce que pour plein de raisons vous estimez que c'est mieux, pour le goût, pour les apports en minéraux. J'ai pas de débat là-dessus parce qu'on ne sait pas comment est l'eau du robinet. En fait, on ne sait pas ce qu'on boit, que l'eau soit embouteillée ou l'eau du robinet. En revanche, ce que vous pouvez faire pour savoir ce que vous buvez, ou en tout cas pour limiter les risques de ces migrations de nanoplastiques, c'est regarder la date qui est inscrite sur la bouteille. Entre le moment où l'eau a été extraite de sa source et le moment où l'eau n'est plus propre à la consommation, il se passe 2 ans. Donc, plus vous êtes proche de la date limite qui est inscrite sur la bouteille, moins c'est bon signe, parce que ça veut dire que l'eau a été stockée longtemps, et plus elle a été stockée longtemps, moins on peut retracer la manière dont elle a été stockée. Est-ce qu'elle a été stockée à l'abri de la lumière, de la chaleur, tous ces éléments qui font que potentiellement le plastique a migré plus facilement. Alors là, c'est plus difficile, effectivement, à analyser. Il faut avoir finalement cette lucidité, chose que je ne savais pas sur cette consommation d'eau dans les 2 ans après le captage et l'embouteillage. La différence aussi qu'on peut noter sur le combat ou l'opposition entre l'eau du robinet et ces eaux de source eau minérale, c'est le coût. L'eau du robinet, je pense, est quand même beaucoup plus accessible sur le plan tarifaire que ces eaux en bouteille, si on rapporte le prix au litre. Oui, tout à fait. Mais globalement, si on estime qu'on peut avoir confiance dans certains industriels qui vendent de l'eau en bouteille, oui, elle est effectivement beaucoup plus chère, mais néanmoins, si on peut lui faire confiance, ça reste une eau qui est très pure par rapport à ce que l'on peut consommer dans l'eau du robinet. Alors je dis ça, mais je le dis avec des pincettes, parce que aujourd'hui, on sait aussi que dans certaines communes ou dans certaines communautés de communes, il y a des systèmes de filtration extrêmement sophistiqués qui ont été mis en place avec des membranes très très fines pour justement réussir à dépolluer l'eau pour retirer un certain nombre de particules indésirables. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit où vous vivez et je ne suis pas une spécialiste pour savoir dans telle agglomération ou dans telle ville, vous pouvez boire de l'eau du robinet, elle est nickel. Je connais pas les systèmes de filtration de toutes les villes, toutes les agglomérations, mais je sais qu'il existe des villes où les systèmes sont vraiment incroyablement efficaces. Alors en termes d'eau gazeuse, Aude, est-ce qu'il y a là aussi des recommandations que tu pourrais nous donner entre ces eaux naturellement gazeuses et celles qui sont gazeuses mais pas de façon naturelle? Alors, les eaux qui sont riches en bicarbonate et en minéraux, il y a Arvik, Ézac, Badois, Salvetat, Rosanna, Saint-Thior, Vichy-Célestin, etc. Eh bien, ces eaux vont être très intéressantes, que ce soit avant, éventuellement pendant si vous les avez dégazées, ou après. Parce qu'elles vont réussir à tamponner les acides et à réduire la vitesse à laquelle vous allez ressentir la fatigue et la douleur musculaire. Donc ça, c'est super intéressant. Plus elles sont riches en bicarbonate et plus elles vont avoir cet effet tampon sur les acides. Mais les plus riches en bicarbonate, qui sont Vichy, toutes les marques Vichy et Saint-Thior, sont des eaux absolument formidables qu'on peut prendre donc avant et après, mais qui sont aussi très riches en fluor. Donc on peut pas en abuser non plus. On peut en boire sur les jours où on a une grosse séance en prévention, comme tu le proposais tout à l'heure, et après en récupération. Et les autres jours, on boira une eau qui va être moins riche en bicarbonate, mais le bicarbonate, on peut aussi le consommer de façon très simple avec le bicarbonate de soude alimentaire dans l'alimentation. Et donc pour ce qui est du fluor, on disait par rapport à ces eaux telles que Vichy, Saint-Thior, la dose, la quantité à ne pas dépasser, tu l'estimes à combien à peu près ? Alors pour le fluor, il ne faut pas dépasser 2,5 mg de fluor par jour et on sait que
Ceinture et Vichy Célestin, elles sont très alcalinisantes, ces eaux, donc très intéressantes, mais elles contiennent 3 à 4 fois plus de fluor que la dose journalière. Donc, vaut mieux peut-être les couper ou, comme tu disais, dégazer déjà peut-être ces eaux, mais de mixer Alors, une eau minérale avec une eau de Vichy ou Saint-Thior. disons que c'est pas parce qu'on les dégaze que ça va retirer le fluor. Ce que ça va faire quand on les dégaze, c'est que ça va permettre une meilleure digestibilité. Tu vois, si tu es sur un effort, une séance intense, tu vas pas pouvoir prendre de l'eau gazeuse. Mais si tu veux te faire une boisson d'effort, donc sucrée, qui soit alcalinisante, tu peux tout à fait dégazer de la ceinture et mettre un peu de jus de raisin dedans ou un peu de miel. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais l'idée, ce serait effectivement pas nécessairement de la couper, mais de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai pris de la Vichy, demain je vais prendre, je sais pas moi, de la Kézak, ça me suffira largement, par exemple. Au même titre que tu fais pas 4 fois la même séance dans la semaine finalement. Donc, c'est vraiment à ajuster en fonction du quotidien, de la présence ou non d'entraînement. On va dire que c'est un peu la dose médicament. C'est-à-dire, on sait qu'on a fait une grosse séance, on va consommer un petit peu de ces eaux chargées en bicarbonate et également avec le fluor, comme tu l'as dit, mais pas une consommation quotidienne unique. Il faut, comme dans l'alimentation, on va varier sa consommation d'eau. Un petit peu d'eau minérale, un petit peu d'eau du robinet, un petit peu d'eau gazeuse, mais pas toujours la même. Tout à fait. Et dans les eaux minérales, par exemple, et particulièrement pour les coureurs de course à pied, on va limiter les eaux qui sont riches en sulfate, comme Contrex ou Courmayeur, qui sont à peu près les mêmes, et Épar, parce que et Vittel aussi, parce que ce sont des eaux qui vont favoriser les troubles digestifs et les diarrhées. Mais si le coureur n'est pas concerné par ces problématiques et qu'au contraire, c'est une personne qui a des troubles de la constipation, bah, c'est une eau qui peut être tout à fait indiquée. Et quelle est la différence, Aude, entre ces eaux de source et eau minérale? C'est cette charge minérale qui va être moins importante sur l'eau de source? La plupart du temps, de fait, oui, mais la différence, elle est surtout réglementaire, c'est-à-dire qu'une eau minérale, elle a un contenu minéral qui ne varie pas, qui toute l'année est identique sur la composition de l'eau. Alors qu'une eau de source, eh bien, c'est une eau qui peut avoir des teneurs variables en minéraux en fonction de l'année, des moments auxquels elle est prélevée. Entre ces besoins en hydratation l'été, du fait de la chaleur, on ressent vraiment cette nécessité de boire. Est-ce que l'hiver, on va avoir ces mêmes sensations et est-ce qu'il y a des risques de déshydratation sur cette période où les jours sont moins beaux, où il fait moins chaud? C'était la question de Maria Laura. Eh ben, c'est une super question parce que effectivement, en hiver, on ressent moins cet effet de déshydratation, on a moins soif. Et puis, je crois qu'il y a une autre réalité aussi, c'est que quand on a sa gourde avec soi et que la gourde, elle n'est pas isotherme, l'eau, elle se refroidit de plus en plus et ça peut être très désagréable à boire et très désagréable pour le système digestif. Donc, je comprends parfaitement que ce soit plus compliqué de boire en hiver. Et pour autant, le risque de déshydratation n'est pas moins présent. Donc il faut essayer de faire attention à éventuellement compenser par une meilleure hydratation après l'effort. Et là, ce qu'on peut proposer comme astuce, c'est de se dire que voilà, si on n'a pas bu pendant l'effort en hiver, c'est peut-être pas bien grave en fonction du type de sortie. Généralement, on fait des sorties qui sont aussi un peu moins longues qu'en été. Mais à ce moment-là, au retour à la maison, on va boire 1,5 fois le volume d'eau perdu pendant la séance. Donc, on prend toujours la méthode de la double pesée. Je me pèse avant l'effort, je me pèse après. J'ai perdu, admettons, 900 grammes. Eh bien, je vais faire 900 fois 1,5 et ça me fera la quantité d'eau à boire en récupération pour bien me réhydrater. Alors, quand tu parles de récupération, Aude, on a une fenêtre de combien de temps pour finalement réhydrater, comme tu l'as dit, 1,5 fois le volume perdu? Ça va nécessiter combien de temps sur cette durée post-effort? Eh bien, la fenêtre, il faut prendre du recul par rapport à cette fenêtre parce que elle est variable en fonction de la durée de l'effort. C'est un peu la même chose que la fenêtre métabolique, c'est-à-dire que plus l'effort est court,
plus la fenêtre, elle est courte aussi. Plus l'effort est long, plus la fenêtre est grande. Donc, faut pas trop se prendre la tête. L'essentiel, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai fait un effort, je le sais, allez, je bois. Bon, j'ai peut-être plus soif, c'est pas grave, j'essaye de me forcer à boire un demi-verre de plus. Mais je ne crois pas qu'il faille se forcer plus que ça, finalement. Tant qu'on est conscient que voilà, l'effort est là et qu'on a perdu un peu, par définition, on rentre à la maison, on boit. Et puis après, on boit un peu plus que d'habitude au repas suivant et ça devrait suffire. Et le lendemain matin, on peut contrôler les urines et on repart sur un cycle d'hydratation quotidien. On verra si ça a été suffisant sur l'après-course pour remettre les niveaux à hauteur de ce qu'ils doivent être. Oui, en sachant, Sébastien, quand même, que je tiens à dire que je ne connais pas un sportif qui est suffisamment hydraté. Vraiment, hein, si je devais vous donner un conseil, c'est buvez toujours un verre d'eau en plus que ce que vous faites, même si vous pensez que vous êtes bien hydraté, parce que systématiquement, même sur des sportifs de haut niveau, je constate que au mieux, il leur manque 1 à 2 verres par jour. Et quand il ne leur manque que 1 à 2 verres, je suis super contente. Mais sur ces fameuses mesures dont je parlais tout à l'heure de densité urinaire, même si les urines, elles ont l'air d'être claires le matin, c'est rarement suffisant. Aude, pour conclure cet épisode et ajouter quelques précisions pour nos auditeurs, est-ce que tu peux récapituler un petit peu ce que l'on a dit sur cette eau chez le sportif et son importance ? Eh bien, Sébastien, je dirais que l'eau, c'est absolument indispensable pour le sportif et l'hydratation tient sur 2 piliers, l'hydratation quotidienne, commencer, terminer la journée avec de l'eau, boire régulièrement tout au long de la journée et à l'effort, ne pas hésiter à ajouter un peu de sucre dans sa boisson, sans trop en ajouter quand même. Faire des boissons maison n'est pas un souci, ce n'est pas une façon de faire de petits chimistes. Boire très régulièrement et ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Si vous avez peur d'uriner, mettez un peu de sucre dans votre eau, ça réglera très souvent le problème. Et buvez toujours un verre en plus. Alors on va inviter, Aude, les auditeurs à venir nous apporter leur stratégie d'hydratation et peut-être nous donner quelques astuces sur ce qu'ils font au quotidien. En tout cas, on a balayé un petit peu cet épisode consacré à l'eau, pas seulement l'hydratation, parce qu'on parle souvent d'hydratation, mais là, c'était vraiment le côté spécifique sur cet ingrédient de base, à savoir l'eau. Donc, merci Aude pour toutes ces informations. Merci Sébastien. Et pour les auditeurs, eh bien, on vous retrouve très rapidement pour une capsule L'œil de la diète avec Aude et dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule L'œil de la diète. Bonne semaine à vous!